Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. La campagne pour la présidentielle aux États-Unis est entrée cette semaine dans sa dernière ligne droite, dans un climat de tension absolue. On est loin du rêve américain que raconte Frank Sinatra dans cette chanson que Donald Trump a jouée lors de l'un de ses derniers meetings à New York. Dans chaque camp, on prévient des grands dangers qui attendent les électeurs s'ils choisissent l'adversaire. Au cours des 4 dernières années, Kamala Harris a orchestré la trahison la plus flagrante qu'aucun dirigeant de l'histoire américaine ait jamais infligée à notre peuple. Elle a violé son serment, éradiqué notre frontière souveraine et libéré une armée de gangs de migrants qui mènent une campagne de violence et de terreur contre nos citoyens. La conclusion est donc la suivante. Nous savons ce que veut Donald Trump. Il veut le pouvoir absolu. Dans 13 jours, la question sera de savoir ce que veut le peuple américain. Après le portrait de Kamala Harris diffusé dans le précédent épisode, nous allons cette fois nous pencher sur ce que l'on sait des intentions de Donald Trump s'il est élu pour un second mandat et ses éventuelles conséquences pour le monde et la démocratie américaine. Pour en parler, Sur le fil a invité Jeff Hawkins, professeur en relations internationales à Sciences Po et ancien diplomate démocrate, Michael Cox, qui enseigne la même discipline à la London School of Economics, ainsi que Camille Candessu, une des journalistes de l'AFP qui suit la campagne de Donald Trump. Sur le fil. La Russie n'aurait jamais frappé l'Ukraine si les résultats des élections avaient été annoncés différemment. La Russie n'aurait pas attaqué. Le 7 octobre ne se serait pas produit en Israël. Nous n'aurions pas eu d'inflation et beaucoup de grandes choses se seraient produites. Mais aujourd'hui, il y a des millions et des millions de morts. C'était début août, lors d'une longue conférence de presse dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Donald Trump assurait que s'il avait remporté le scrutin de 2020, dont il continue à revendiquer à tort la victoire, il aurait pu éviter tous ces drames. Et pourtant, vu d'Europe notamment, beaucoup de diplomates craignent plutôt que le retour au pouvoir du milliardaire de 78 ans ne s'accompagne d'un désengagement qui donnera des ailes à Vladimir Poutine. Je pense que si les Européens croient en Dieu et vont à l'église, la plupart d'entre eux prient pour Kamala Harris. Michael Cox, professeur en relations internationales à la London School of Economics. La plupart des Européens que j'ai rencontrés en France, à Bruxelles ou ailleurs préfèrent clairement un démocrate, car quels que soient les problèmes avec Biden ou avec les démocrates, vous savez en quelque sorte où vous en êtes, mais vous ne saurez pas où vous situez avec Trump. Je suppose que les États baltes sont plutôt inquiets. Les Polonais, les Hongrois, les Tchèques. Jeff Hawkins, professeur en relations internationales à Sciences Po. Les gens qui ont une certaine expérience de l'impérialisme russe au XIXe siècle ou avant, puis de l'expansion soviétique dans la période d'après-guerre, sont tout à fait conscients des dangers que la Russie de Poutine représente pour l'Europe. Car Donald Trump et son entourage souhaitaient limiter le soutien des États-Unis à l'Ukraine et à la sacro-sainte alliance transatlantique, l'OTAN, qui était une garantie de protection américaine pour ses membres européens en cas d'agression étrangère. Écoutez Michael Cox. Il est clair qu'ils voient cette guerre en Ukraine comme une guerre éternelle qui se poursuivra encore et que nous devrions limiter autant que possible le soutien militaire, diplomatique et économique à apporter à l'Ukraine. Ils disent que cette guerre doit simplement prendre fin le plus rapidement possible. C'est certainement ce que croit le sénateur républicain J.D. Vance, un ancien marine vétéran de la guerre en Irak, que Donald Trump a choisi comme vice-président potentiel. Il en a parlé sans détour le 23 mai, lors d'une conférence où il présentait sa vision en termes de politique étrangère. Il n'était pas encore colistier de Donald Trump. Ma plus grande critique à l'égard de notre approche en Ukraine, c'est qu'elle n'a aucun but stratégique et qu'elle ne mène nulle part qui soit bon pour notre pays. Mais la deuxième plus grande critique que je formule à propos de la guerre en Ukraine, c'est que nous subventionnons les Européens pour qu'ils ne fassent rien. Les Européens ne prennent pas en charge leur juste part du fardeau. La part des États-Unis est essentielle, 84 milliards d'euros d'aide jusqu'à maintenant, ce qui en fait le premier donateur.
De quoi inquiéter l'Union européenne, qui est très loin d'avoir une défense commune. Donald Trump, lui, assure qu'une fois au pouvoir, il pourra mettre fin à cette guerre. Il a rencontré Volodymyr Zelensky, mais il ne dit rien sur son plan. Michael Cox est sceptique. Obtenir un accord de paix sera très difficile. L'Ukraine peut-elle accepter de perdre 20% de son territoire après la guerre qu'elle a vécue? Et quels seraient les termes de l'accord de paix? Les Ukrainiens demandent l'adhésion à l'OTAN, les Russes disent qu'elle ne peut pas devenir membre, ils veulent une Ukraine démilitarisée. L'OTAN, justement, serait la deuxième victime d'un retour de Donald Trump, selon Jeff Hawkins, l'ancien diplomate américain. L'OTAN est la principale tâche inachevée de la première administration Trump. Et Trump n'aime pas l'OTAN. Il ne voit pas l'intérêt de payer pour ça. L'une des choses dont les républicains et le milieu Make America Great Again ont parlé, c'est ce qu'on appelle l'OTAN endormie, où il y aurait encore un parapluie nucléaire américain. C'est-à-dire que si la Russie bombarde la France, nous pourrions être disposés à riposter. Nous pourrions conserver des moyens aériens en Europe, ou avoir des forces navales en Méditerranée ou dans l'Atlantique. Mais nous retirerions les troupes. Cette évolution ne date pas d'hier, elle avait commencé lors du premier mandat de Trump. Et derrière ce changement de paradigme, il y a aussi la conviction que les États-Unis doivent davantage se focaliser sur l'Asie, où la Chine est l'ennemi systémique, un point sur lequel il semble s'accorder avec les démocrates. Pour Trump, cela devra se traduire par une nouvelle hausse de droits de douane, une manière peut-être de séduire notamment les ouvriers de l'industrie automobile du Michigan, un swing state, un État pivot qu'il doit gagner. Si je n'avais pas imposé des droits de douane aux constructeurs automobiles qui réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires sur les camionnettes, j'ai imposé des droits de douane à la Chine, mais je l'ai fait à hauteur de 27,5%. Sinon, nous serions inondés de voitures chinoises et toutes nos usines fermeraient. Nous n'aurions plus d'emplois dans l'industrie automobile. Donald Trump ne semble pas craindre une guerre commerciale potentiellement plus coûteuse avec la Chine, la deuxième économie mondiale. Écoutez aussi sur ce point J.D. Vance. L'élément le plus important de la politique étrangère américaine est la force de notre économie nationale et la force de notre population. Et s'il y a quelque chose qui devrait nous inquiéter tous, je pense que ce n'est pas que la Chine se montre plus belliqueuse en Asie de l'Est, même si cela devrait certainement nous inquiéter. Ce n'est pas que la Chine étende non plus son champ d'action en Amérique du Sud et en Afrique, même si, encore une fois, je pense que cela devrait nous inquiéter. C'est qu'à cause de la stupidité des dirigeants de Washington au cours de ces dernières années, la Chine est aujourd'hui sans doute l'économie industrielle la plus puissante au monde. Si nous devons perdre une guerre, ce sera parce que nous aurons permis à notre principal rival de devenir notre concurrence industrielle la plus puissante. Donald Trump promet en revanche un soutien ferme à Israël face au Hamas, sans pour autant rentrer dans les détails. Quant au climat, il sera encore une fois le grand sacrifié. Le milliardaire républicain le répète à l'envi, le pétrole, c'est de l'or liquide. Pour Michael Cox, il promet donc la répétition de son premier mandat, mais à une autre échelle, car il n'y aura plus d'opposants au sein de son administration. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est le nombre de personnes qui ont servi dans la première administration Trump, des gens du domaine de la sécurité, de la politique étrangère, qui ont écrit des livres. Ils attaquent Trump et disent aux gens de ne pas voter pour lui parce que ce sera pire la deuxième fois. Ils disent, pour reprendre l'expression, nous étions les adultes dans la salle, nous pouvions le conseiller, lui dire que telle ou telle chose n'était pas une bonne idée. Gave him good advice, tried to tell him this is not a good idea. C'est d'ailleurs l'un des principaux arguments des démocrates qui agitent le spectre d'une vraie chasse d'opposants en évoquant notamment Project 2025, une feuille de route de 900 pages préparée par une fondation ultra-conservatrice, la Heritage Foundation, pour Donald Trump, qui serait, selon les démocrates, la preuve de ses intentions autocratiques. Mais le candidat a pris ses distances avec ce document. En revanche, sur son site de campagne, il énonce bien sa volonté de reprendre en main l'administration. Il reprend à son compte le terme d'État profond, Deep State, utilisé par les complotistes pour dénoncer une alliance cachée qui aurait agi contre lui. Le clip que vous allez entendre a été diffusé sur ce site.
Je rééditerai immédiatement mon décret de 2020 rétablissant l'autorité du président pour destituer les bureaucrates voyous. Et j'exercerai ce pouvoir de manière très agressive. Nous éliminerons tous les acteurs corrompus de notre appareil de sécurité nationale et de renseignement. Outre cette potentielle purge, Donald Trump parle surtout et avant tout des migrants indésirables. Camille Candessus suit la campagne de Donald Trump pour l'AFP. Donald Trump, très clairement, il a dit « Ma priorité numéro 1, encore plus que l'économie, c'est l'immigration ». Donald Trump promet la plus grande opération d'expulsion de migrants dans l'histoire des États-Unis. C'est ce qu'il répète à tous ses meetings. Il parle des migrants comme de personnes qui empoisonnent le sang des États-Unis. Et pour ce faire, il n'écarte pas de faire appel à la garde nationale. Mais jusqu'où ira-t-il vraiment s'il est élu ? Camille préfère rester prudente en rappelant qu'il devra aussi négocier avec le Congrès américain. Mais il y a aussi des pans entiers de son programme qui, notamment sur l'économie, s'il veut faire des réductions d'impôts, dépendant de exactement ce qu'il veut faire en termes d'immigration, qui dépendront du Congrès. Il y a des élections législatives qui sont organisées au même moment que l'élection présidentielle. Et dépendant de si le Congrès bascule complètement chez les démocrates ou complètement chez les républicains, Donald Trump ne pourra évidemment pas mettre en place le même programme. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et cet épisode a été préparé par Michaela Cancela-Kiefer. Cette semaine, nous avons réservé notre programmation à l'élection aux États-Unis. Demain, vous écouterez un épisode consacré à la violence politique aux États-Unis. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et parlez-en autour de vous.